Bonjour à tous. Merci de vous être déplacés en cette veille de Saint-Nicolas pour la première conférence du cycle technologie. Donc aujourd'hui, on va accueillir Nicolas Huchet, qui a eu une idée innovante, j'oserais dire, au contact d'un Fab Lab. Donc Nicolas m'a demandé de ne pas en dire beaucoup plus pour justement garder la surprise lors de son exposé. Donc je vais très vite lui laisser la parole. Tu vois, je le fais très court. Hein. Et voilà, donc je pense que la démarche de Nicolas par rapport justement à l'outil Fab Lab peut être très très intéressante, peut en inspirer beaucoup. Et donc je vais te laisser la parole tout de suite pour que tu puisses expliquer comment un Fab Lab a pu changer ta vie. Merci à tous d'être venus. 1, 2, ouais, super. Bonsoir, est-ce que m'entendez-vous? C'est mieux avec le micro? C'est quand même mieux comme ça là? Est-ce que c'est comme ça, c'est bien? Bon, très bien, mais je comprends. Mais vous savez, on n'aime jamais entendre sa voix. Hein. Je ne sais pas si vous enregistrez, vous êtes déjà enregistré sur une cassette. On n'aime jamais entendre sa voix. C'est mon cas. Bref, bonsoir. Donc moi, je m'appelle Nicolas et je suis français. Voilà, je suis français pure souche. Hein. J'ai pas d'origine. J'ai cherché longtemps des origines exotiques dans ma famille, mais je suis vraiment un Français de campagnard. Donc je viens de la campagne française de l'Ouest. Et aujourd'hui, je vis en Bretagne. J'ai créé une association il y a quelques années. Donc une association en France, c'est ce qu'on appelle une non-profit organisation. Et cette association s'appelle My Human Kit. Donc je ne sais pas si vous voyez ici. Si je montre avec là, voilà. Cette association s'appelle My Human Kit et en fait, cette association, elle défend une valeur. La valeur, c'est qu'un handicap, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'apprendre. C'est quelque chose qui peut nous permettre de voir la vie autrement. C'est pas quelque chose qu'on va forcément subir. Et My Human Kit, son rôle, c'est d'utiliser le handicap comme une source d'inspiration. Donc c'est notre valeur. Et on s'est rendu compte que de fabriquer ensemble entre personnes handicapées et personnes dites valides, mais en fait, ça rendait service à tout le monde. Et donc, notre association, elle a un Fab Lab. Elle a créé un Fab Lab. Si vous savez ce que c'est un Fab Lab, levez la main. Alors, pour ceux qui n'ont pas levé la main, un Fab Lab, c'est un atelier collaboratif. Cet atelier collaboratif offre un accès aux nouvelles technologies à la population, aux citoyens. Dans cet atelier collaboratif, on va trouver des imprimantes 3D, mais aussi des outils comme une lime, une scie, une perceuse, de l'électronique, du fil, une machine à coudre. En fait, dans un Fab Lab, on peut à la fois être un électronicien, mais on peut aussi y rencontrer des artisans. Et un Fab Lab, c'est le mélange entre l'artisanat, la bidouille et l'ingénierie. C'est pour ça qu'on peut trouver toutes sortes de personnes. Et le jour où moi, en tant que personne handicapée, j'ai mis le pied dans ce monde-là, eh bien, il s'est passé toute une histoire. Et My Human Kit, voilà, pour vous expliquer ce qu'est My Human Kit, je suis obligé de vous raconter mon histoire. Voilà, c'était l'introduction. Alors, donc, pour commencer, moi aujourd'hui j'ai 35 ans et quand j'avais une dizaine d'années, j'avais des rêves. Hein, comme tout le monde, quand on est enfant, on a des rêves qu'on oublie quand on est adulte. Quand on est adulte, en fait, on est confronté à la réalité qui est de nourrir sa famille, de se nourrir, de se loger, de payer des factures. Donc le rêve, en fait, est réservé à l'enfance. Mais en fait, le rêve, il nous habite toute la vie. Mais c'est des choses qu'on oublie, le rêve. On pense, et souvent on va dire aux jeunes qu'il faut arrêter de rêver. Donc moi, je tiens à insister sur le fait que le rêve, c'est très important. Quand j'étais plus jeune, j'avais un rêve. Mon premier rêve, c'était d'être pilote d'avion. Et ma mère m'a dit, si tu veux faire ça, il faut que tu parles anglais. Donc j'ai abandonné. Voilà, j'ai abandonné l'idée quand j'ai su qu'il fallait parler anglais. Ensuite, mon deuxième rêve, c'est que moi, je voulais être rockstar. Notamment, je voulais jouer de la batterie, en fait. C'était vraiment un rêve de gosse, comme aujourd'hui, on a la nouvelle star, pop star, tout ça, de
de devenir chanteur professionnel. Moi, je voulais jouer de la batterie, c'était un rêve. Sauf que mon problème, c'est que je viens d'un milieu, comme on dit, prolétaire, ouvrier, où en fait un salaire se mérite et qu'il faut travailler, et surtout il faut que ce soit dur. Hein, je ne sais pas vous, mais moi je viens d'un milieu où le travail, c'est pas quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose c'est difficile en fait. Voilà, donc jouer de la batterie en tant que métier, si vous voulez, c'est pas quelque chose de très commun en fait. On va dire, tu fais de la batterie, mais qu'est-ce que tu fais à côté, en vrai? Voilà. Donc j'ai abandonné ce truc. J'avais un autre rêve, c'était d'aider les gens. J'aimais bien aider les gens et j'aimais bien démonter, vous savez, vous connaissez MacGyver, la série télévisée. Donc j'aimais bien ça, et c'est vrai que j'aimais bien démonter les radios-réveils ou démonter mon vélo. Et par contre, je ne savais pas les remonter. Voilà. Mais par contre, j'aimais bien démonter ça, j'aimais bien avoir les mains sales, j'aimais bien ces choses-là. Et j'avais un petit rêve, c'était de savoir réparer des voitures. Parce que si je savais réparer des voitures, je pouvais potentiellement aider quelqu'un qui serait en panne au bord de la route. Donc ça, c'était un truc. Donc rapidement, le choix s'est imposé. À l'âge de 16 ans, j'avais de très mauvais résultats à l'école. Donc à 16 ans, j'ai arrêté l'école et je suis parti faire un apprentissage. Donc un apprentissage, ça veut dire que j'allais chez un patron et j'allais à l'école. Est-ce que tout va bien? Vous me suivez? Si je parle trop lentement, il faut bien. Donc je suis parti en apprentissage et à l'âge de 16 ans, je suis parti chez les Compagnons du Devoir. Est-ce que vous connaissez les Compagnons du Devoir? Ouais, les Compagnons du Devoir, c'est une association ouvrière qui permet à des jeunes de faire le tour de France, c'est-à-dire d'apprendre un métier manuel à travers le voyage et à travers la retransmission. Donc les compagnons, ils ont des valeurs qui sont basées sur l'honnêteté, le partage, la générosité, la persévérance, toutes ces choses-là. Et ma mère m'a dit, si tu veux travailler, ce sera chez les compagnons, ce ne sera pas en apprentissage comme ça. Parce qu'en fait, à 16 ans, moi, je sortais, je faisais la fête, comme les jeunes que j'ai vus cet après-midi à l'église, qui fêtaient la Saint-Nicolas. Donc voilà, c'est bien, je vois qu'on est tous partout pareil, on a envie de s'amuser. Et je n'avais pas vraiment goût en l'avenir. Donc c'est juste pour vous dire que moi je fais partie des jeunes qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Donc si vous avez un jeune dans votre famille, un ado qui a 16-17 ans, qui ne sait pas ce qu'il veut faire, n'allez pas lui mettre la pression en lui disant que c'est important de trouver quelque chose. Moi j'ai découvert ce que je voulais faire à l'âge de 27 ans. Voilà. Et donc là, ce que je vais vous présenter, c'est le résumé de ces 10 années. Donc à 16 ans, étant donné que je voulais gagner ma vie pour avoir une mobilette, je suis parti en apprentissage parce que ça me permettait d'avoir une paye, de toucher de l'argent. Je touchais à peu près 1 000 € par mois. Sauf que rapidement, du fait de ma maladresse naturelle, étant donné que je suis gaucher, voilà, comme en France on dit quelqu'un qui est gauche, c'est quelqu'un qui est maladroit. Maintenant, moi je suis gaucher, et puis malheureusement, un beau matin, à l'entreprise, j'ai fait une erreur. Voilà, j'ai mis la main au mauvais endroit, j'ai mis la main dans une machine. Donc moi je travaillais pas loin en fait, je travaillais à Lille. Je travaillais à Roubaix plus exactement, quand ça m'est arrivé, à Lys-les-Lannoy, il y en a peut-être qui connaissent. Je travaillais dans une entreprise industrielle d'environ 50 salariés. Et un beau matin, avec mon bleu de travail et mes chaussures de sécurité, j'ai mis la main dans la machine. Donc je ne vous dis pas le poids de la culpabilité, parce que c'est moi qui ai mis le pied sur la pédale, et c'est sur moi que la machine s'est fermée. Je me suis retrouvé à Léquin, à côté de Lille, si vous connaissez, à SOS Main, où on m'a greffé ma main. En fait, on m'a regreffé ma main. Voilà. Je me suis réveillé le soir, j'avais ma main, voilà, alors que le matin, je l'avais perdue. J'avais aucune notion de quelle heure il était et si c'était passé 2 heures ou 3 jours. Mais en tout cas, quand je me suis réveillé, j'avais ma main avec un bandage. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu que la greffe prenne. Donc on m'a coupé le bout des doigts pour que je saigne. Parce que si je saigne, ça veut dire que le sang circule. Ça veut dire que les artères sont irriguées. Et ce que j'ai appris, c'est qu'à SOS Main, ils ont un élevage de sangsues. Donc ils ont des insectes, pas des insectes, des sangsues, qu'on met au bout des doigts pour qu'elles sucent le sang, pour favoriser la coagulation du sang. Le problème, c'est que les sangsues n'étaient pas très en forme et ne voulaient pas sucer le sang. Et rapidement, il y a eu un problème de coagulation du sang. Donc le sang ne circulait pas.
Et il y a eu une tentative de regreffe. Et finalement, au bout d'une semaine, le chirurgien vient me voir en me disant « Monsieur Huchet, le mieux, c'est qu'on vous ampute, qu'on vous enlève votre main, mais vous inquiétez pas parce qu'il existe des mains artificielles. » Voilà, il m'a dit, et je me souviens, j'étais dans mon lit avec la morphine, il m'a dit, il existe des mains artificielles. Et il a fait ça en fait. Il existe des mains artificielles qui remplacent votre main. Et moi j'étais soulagé, parce que j'en avais marre d'être dans cette variante entre je vais avoir ma main ou je vais la perdre. Je me suis dit, ok, bon, au moins c'est clair, je vais avoir une nouvelle main. Et une semaine après, je me suis retrouvé à Villeneuve-d'Ascq, dans un centre de rééducation qui s'appelle Les Peupliers. Et le premier jour dans le centre de rééducation, on m'a montré une cassette vidéo d'une personne qui portait cette main artificielle. Voilà. Et c'était ça la main. Et si vous regardez la main, en fait, ça s'appelle une prothèse myoélectrique. Ça s'appelle comme ça parce qu'en fait, à l'intérieur de cette prothèse, vous pouvez voir en haut à droite de la prothèse, vous pouvez voir il y a comme des fils. Et en fait, à l'intérieur de la prothèse, il y a ce qu'on appelle des électrodes. Ces électrodes, c'est ce qu'il y a ici, là, à l'intérieur. Cette électrode, en fait, elle va réagir à l'impulsion de mon avant-bras. Donc quand je fais une impulsion avec mon avant-bras, quand je bouge mon avant-bras, ça crée une espèce d'impulsion que l'électrode va détecter. Donc si je fais cette impulsion, vous allez voir, la main, elle s'ouvre. Et si je fais une impulsion opposée, il y a une autre électrode qui va permettre de fermer la main. Donc j'ouvre, je ferme la main. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Est-ce que vous arrivez à comprendre le fonctionnement? Ouais. Et cette prothèse, elle ne fait pas ça. Si vous regardez, en fait, elle a une pince. Elle a une pince comme elle a une petite pince, en fait. Elle ne fait pas du tout ça, elle fait ça. Peut-être que ça vous ne choque pas, mais moi, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment déçu. Ça m'a vraiment mis un coup, parce qu'en plus de devenir manchot, j'allais d'un seul coup devenir crabe, avec une pince. Donc je vous préviens tout de suite, je fais des blagues. Hein. Donc ça, c'est pour ceux qui s'endorment, attention, ça me permet de voir qui c'est qui n'écoute pas. Et comme je sais que vous avez un bon sens de l'humour en Belgique, normalement, ça devrait passer. Donc, le problème, voilà, c'est... donc j'avais 18 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai découvert, voilà, c'est ce qu'on appelle une main artificielle, une main articulée, une prothèse. Cette technologie, en fait, elle est arrivée après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi il y a des prothèses? En fait, juste pour l'histoire, hein, il y a 1 siècle et demi de ça, les personnes handicapées, elles étaient considérées comme exclues. En fait, une personne handicapée, c'était un moins que rien, elle était dans la rue. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des guerres. Et il y a eu des gens qui sont revenus de la guerre, qui avaient perdu un bras, qui avaient perdu une jambe, sauf que ces gens-là n'étaient pas exclus, ces gens étaient des héros, parce qu'ils s'étaient battus pour la patrie. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu considérer le handicap autrement. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur des prothèses, parce que les sociétés, les pays, les États ont commencé à se dire comment réintégrer ces héros, ces anciens militaires. Et c'est comme ça qu'il y a eu des recherches et des développements sur les prothèses. C'est comme ça qu'on a eu les premières prothèses de jambes, de hanches et de mains. Et la première prothèse que vous voyez ici, c'est-à-dire une prothèse électrique, le premier modèle qui est apparu, c'est en 1948, après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est des Allemands qui l'ont créé. Ça, c'est pour l'histoire, sur la vision du handicap. Et maintenant, je vais faire un bond en avant, et on arrive en 2012. Et en 2012, voilà ce qu'on a comme prothèse. On a des prothèses multi-articulées qui ressemblent à la main de Terminator, qui sont très futuristiques et qui donnent franchement envie. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas mal, il se passe des choses. Et j'ai découvert ça en 2012, c'est-à-dire 10 ans après mon accident. J'ai vu cette prothèse et je me suis dit, c'est super. Je me suis empressé d'aller voir un médecin. Et le médecin, excusez-moi, donc j'ai vu le spécialiste avec sa blouse blanche. Ça, c'est important ce détail, parce qu'en fait, pour moi, une personne qui a une blouse blanche, c'est un expert. Vous savez, un médecin, moi, je lui fais confiance, parce qu'il a fait des grandes études, moi, pas.
Mais ce jour-là, le médecin m'a dit, vous savez, les prothèses comme ça, les gens, ils en reviennent. C'est pas si bien que ça. Et là, j'étais pas content. Je me suis dit, mais comment lui, qui a ses deux mains, peut me dire ça? Comment lui, l'expert, peut me dire ça? En fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout expert. Et en fait, qu'il n'y connaissait rien. Mais il y avait le poids de son expérience face à la mienne qui faisait que j'avais tendance à le croire. Et surtout, il a ajouté une chose. Il a dit, vous savez, Nicolas, ces prothèses, ça coûte cher. Ça coûte un bras. Ça, c'était la deuxième grosse blague. Voilà. Ça coûte un bras. D'accord. Bon, c'est pas grave. Il n'a pas dit ça, hein, mais il a dit que ça coûtait cher. Et ce que vous voyez maintenant, c'est une multitude de prothèses. Vous avez vu la première image, c'est-à-dire la prothèse qui arrivait en 1948 jusqu'à 2012. Il y avait une prothèse de main pour une personne qui perdait son bras. Aujourd'hui, il y a 6 modèles de prothèses électriques, de membres artificiels bioniques, si vous voulez dire, faire plus simple. Le problème, c'est que ça coûte cher, en fait. Donc, il y a plusieurs raisons, en fait. Ça coûte, alors, une prothèse, hein, aujourd'hui, le prix d'entrée, c'est 20 000 euros. Hein, donc, 20 000 euros, c'est... je ne sais pas combien vous avez acheté votre voiture, mais bon, la mienne, elle a coûté 3 000 euros. Donc ça fait à peu près 10 fois ma voiture. C'est un Citroën Berlingo. Donc, si vous avez une Mercedes, hein, je ne sais pas, c'est entre 20 000 et 50 000 euros une prothèse. Vous voyez ? Mais une prothèse, on ne l'utilise pas pour la vie. Une prothèse, c'est garanti 2 ans et il faut la changer tous les 5 ans. Ah, est-ce que ça s'abîme? Et une prothèse, vous savez, une prothèse de main, une main, c'est comme un marteau. Il faut que ce soit solide. On tape des mains, on a besoin de travailler avec. Ça ne peut pas être un gobelet en plastique. Donc il faut que ce soit solide. Moi, 20 000 euros, je ne les ai pas. Voilà. Et là, je me rends compte que c'est injuste. Parce qu'en fait, on est dans une société où il faut être en bonne santé, il faut être beau, il faut être jeune, il faut avoir un travail, et puis il faut avoir la copine qui va avec. Et que moi, à 27 ans, j'avais rien de tout ça. Et que finalement, je me disais, mais à quoi bon continuer? En fait, ça sert à quoi de continuer? Ça sert à quoi tout simplement j'ai aucune raison de continuer la vie, quoi. Il n'y a rien qui me motivait, si vous voulez. J'avais pas forcément de diplôme, j'avais pas de futur. Et moi, je fais partie de cette génération, vous savez, on parle de la génération X. Vous connaissez la génération X? Les générations des années 80. On appelle ça la génération X. Et puis après, ou avant peut-être. Et après, on parle de la génération Y. C'est-à-dire la génération qui est née un petit peu avec le numérique. Est-ce qu'on parle de ça chez vous aussi ou pas? Ouais, bof. Vous savez, il faut toujours catégoriser les générations. Et la génération X correspondait à une catégorie de personnes nées entre les années 70 et les années 80. La génération X, c'était l'insouciance, c'était toutes ces choses-là. Et la génération Y, c'est ceux qui sont nés dans les années 80 jusqu'aux années 90-2000. Et en fait, c'est cette nouvelle jeunesse qui vit pas dans l'insouciance, mais plutôt dans le souci. Qu'est-ce que je vais faire demain? On me dit que je ne vais pas avoir de retraite. Vous savez, c'est cette catégorie de jeunesse. C'est des questions qu'on ne se posait pas il y a 20 ans. Moi, je fais partie de cette génération Y. Voilà. Et Y, en anglais, ça se dit why. Voilà, la génération pourquoi. Why. Why, ça veut dire pourquoi, en fait. Et moi, je fais partie de cette génération qui se dit, mais pourquoi il faut travailler? Pourquoi il faut faire des études? On se pose des questions existentielles. Parce que j'ai besoin de donner du sens à la vie. Et je viens d'une famille où tout le monde a travaillé toute sa vie. Mes oncles et tantes ont travaillé toute leur vie. Et ils ne sont pas très heureux, en fait. Ils ne sont pas toujours épanouis. Et ils m'ont toujours dit, petit gars, j'espère que tu ne feras pas comme moi. Fais un métier que tu aimes. Et moi, je n'ai pas trouvé un métier que j'aime. Et en plus, j'ai perdu une main. Et en plus, la prothèse que j'aimerais, elle coûte 30 000 euros. Donc voilà l'impasse dans laquelle je suis à l'âge de 27 ans. Et en fait, je me dis que je n'ai pas d'avenir. C'est dommage parce que j'ai 27 ans
et que je me dis, bah, en fait, à quoi bon, quoi, alors que j'ai la vie est devant moi. Et donc, avec toutes ces frustrations, eh ben, un beau jour, un beau matin, que je me baladais dans la ville, j'ai découvert un laboratoire, par erreur en fait, hein, j'avais pas pris de rendez-vous, c'était vraiment, je me baladais à l'inconnu, le cœur ouvert à n'importe qui, et je suis tombé sur un Fab Lab, donc un laboratoire de fabrication numérique, et en fait qui est ouvert à tout le monde. Et là, ce que vous voyez, c'est une imprimante 3D. C'est une imprimante 3D qu'on peut fabriquer soi-même. Et moi, j'ai découvert ça il y a 6 ans, et c'était une révolution parce que on m'a dit, tu vois, cette machine, elle peut fabriquer des trucs. Et je leur ai dit, ah bon? Elle peut tout fabriquer, cette machine, on m'a dit. Mais je leur ai dit, est-ce que vous pouvez fabriquer demain? Et ils m'ont fait, bah ouais, peut-être. Mais pourquoi tu veux faire une main? En fait, on leur avait jamais posé cette question. Et timidement, bah, j'ai montré ma prothèse. Voilà, je l'ai fait bouger comme ça. Et ça les a interpellés, ça les a intéressés. Et surtout, quand ils ont vu la prothèse bouger, ils ont commencé à me poser beaucoup de questions. Parce que ce jour-là, j'étais arrivé chez les geeks. Alors, les geeks, ça s'écrit G-E-E-K-S, c'est un mot anglais. Et c'est tous ceux qui aiment les jeux vidéo, les ordinateurs, ceux qui aiment l'informatique. Les informaticiens, on appelle ça des geeks. Et quand ils ont vu ma prothèse bouger comme ça, comme une main robot, ils m'ont regardé pas du tout de la même manière que les gens me regardent d'habitude. D'habitude, les gens me regardent, ils sont un peu désolés, ils sont un peu tristes. Ils me demandent qu'est-ce qui s'est passé. Et eux, pas du tout. Eux, ils ont dit « Waouh, mais c'est génial, comment ça marche ? Comment tu fais ? Est-ce que tu peux l'enlever ? On peut voir, etc. etc. » Ils m'ont posé 15 000 questions. Et puis rapidement, quelqu'un très enthousiaste vient me voir et me fait « Ah, mais c'est génial ! Il existe des mains open source. Celle-ci, elle s'appelle InMove. On peut la prendre sur Thingiverse. Ça marche avec Arduino. On va l'imprimer en 3D. Viens au LabFab. » Voilà. Et comme vous, j'ai rien compris. Voilà. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. Et donc, ce qu'il m'a expliqué, ce qu'il voulait me dire, c'est qu'aujourd'hui, l'électronique, c'est accessible. L'électronique, c'est pas forcément dans des laboratoires. Et là, ce que vous voyez, c'est cette carte électronique. Ça s'appelle un microcontrôleur. Donc, c'est pas pour faire des micro-ondes. C'est un microcontrôleur parce que c'est un contrôleur qui est tout petit. Et il permet de fabriquer des choses. Il permet de programmer. Il permet de faire des trucs. Mais cette carte, elle coûte 20 €. C'est pas un truc qui coûte 2 000 €, 3 000 € qui est réservé aux ingénieurs. Cette carte, elle coûte 20 € et elle est utilisée dans les collèges. C'est-à-dire que si vous connaissez les Lego techniques, les petits Lego qu'on assemble avec des moteurs qui font tourner des roues, et bien ça, ce que vous voyez, c'est le remplaçant du Lego technique. Avec ça, vous pouvez brancher des objets ensemble et les faire bouger avec des boutons, avec votre ordinateur, avec des capteurs. Et en fait, avec cette carte, vous pouvez faire bouger une main robot. Voilà. Et donc ça, c'est le cœur de ce qui peut faire une prothèse de main. Ensuite, ce que vous voyez là, c'est une photo d'un site internet. Donc vous pouvez voir, ça s'appelle Thingiverse. Donc je ne sais pas si vous avez déjà téléchargé de la musique sur internet, mais la musique, vous savez, on écoute de la musique en MP3. Ouais, le MP3. Donc voilà. Donc quand on a un fichier qui s'appelle MP3, on sait que c'est de la musique. MP3, c'est de la musique. Et bien là, sur ce site, vous pouvez télécharger des fichiers. Si vous voyez là-haut, en haut à droite, il y a le petit rectangle bleu sur lequel il y a écrit « Upload a thing ». Upload, en fait, upload, ça veut dire télécharge. Donc vous cliquez sur ce bouton et vous allez télécharger le fichier. Là, le fichier, en l'occurrence, c'est le fichier d'un avion. Un avion taille miniature. Et là, l'avion que vous voyez ici, c'est un avion qui est imprimé en 3D. Donc, les fichiers que vous téléchargez sur ce site sont des fichiers non pas MP3, mais STL. STL, ça veut dire que c'est reconnu par l'imprimante 3D.
Ça veut dire que les fichiers que vous téléchargez sur ce site, vous pouvez les fabriquer avec une imprimante 3D. Est-ce que ça, vous avez compris? Ça va, ça? Alors, je tiens à vous dire que vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment. Voilà. Et sur ce site, eh bien forcément, qu'est-ce qu'on a fait, nous? Qu'est-ce qu'on a mis dans recherche? Parce que vous voyez, tout en haut à droite, il y a search pour recherche. Nous, on n'a pas mis main, on a mis hand en anglais, c'est plus large. Et on a trouvé ça. On a vu cette main. Et en fait, cette main blanche, là, toutes les pièces, elles sont imprimées. Ce qui veut dire que moi, je rêvais d'une main robot. Et là, la main robot, ce qu'on m'a dit, c'est que cette main robot que tu vois dans l'ordinateur, on va pouvoir la fabriquer ensemble, en vrai, et tu vas pouvoir la toucher, et tu vas même pouvoir la faire bouger. Et c'était ça le truc qui m'a fait dire, est-ce qu'il est possible de passer du virtuel au concret? Et ça, l'imprimante 3D, pour moi, c'était une révolution. Parce que ça permet ça, en fait. Vous avez un lecteur MP3 sur lequel vous mettez la musique, et le fichier, il se transforme en son. Et bien là, vous avez le site internet qui vous permet de télécharger un fichier et de fabriquer l'objet que vous allez pouvoir toucher. Est-ce que ça, pour vous, ça vous parle? Parce que moi, ça m'a fait un boom. Voilà. Et donc, tout ça, c'était possible dans un Fab Lab. Donc, Fab, fabrication, Lab, laboratoire. Et les Fab Labs, ben, il y en a partout. À ce moment-là, il y en avait un à Rennes, en France, où j'habite. Mais il y en a partout dans le monde. Il y en a en Afrique, aux États-Unis, en Belgique, à Mons, à l'université. Et vous pouvez y faire ce que vous voulez, à condition que ce que vous fabriquiez ne blesse personne. C'est la seule condition d'un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un lieu où vous pouvez fabriquer n'importe quoi, sauf quelque chose qui blesse. Est-ce que ça vous va comme définition? Et un Fab Lab, c'est un lieu collaboratif qui donne l'accès aux nouvelles technologies, comme l'impression 3D, comme Arduino, la carte électronique dont je vous parlais, l'électronique, mais aussi la fabrication traditionnelle, marteau, tournevis, etc., etc. Et c'est comme ça que moi, 27 ans, pas très diplômé, pas très sûr de lui, je me suis retrouvé embrigadé, embarqué dans une histoire d'impression de main. Une main pour moi, ma main. En téléchargeant les fichiers, en téléchargeant la main sur l'ordinateur à partir d'Internet, donc cette main, on a téléchargé les fichiers et j'ai appris à me servir d'une imprimante 3D. Mais je n'ai pas appris à me servir d'une imprimante 3D parce que je devais apprendre. J'ai appris à me servir d'une imprimante 3D parce que j'en avais envie. Et c'est ça la différence. Et j'avais envie d'apprendre à me servir d'une imprimante 3D parce que j'avais la possibilité de fabriquer ma main au lieu de trouver de l'argent pour m'en acheter une. Et si vous voulez, la démarche est complètement différente. Moi, j'avais besoin d'argent et on a toujours besoin d'argent pour payer nos factures, pour acheter des choses. Mais en fait, une fois qu'on a la chose, vous savez, un enfant, il veut un cadeau, on reste des enfants. Donc un gamin, il veut la console. Il veut la petite console à Noël, et on va lui offrir la console parce qu'on a envie de lui faire plaisir. Et en fait, il joue à la console pendant un mois, et puis un jour, il revient de l'école, et ta console, elle est où? Ah ben, je l'ai perdue. Et il nous dit comme ça, je l'ai perdue. Ou alors, il l'a cassée. Pourquoi ça se passe? Et pourquoi on donne aussi peu de valeur à nos objets? Parce que nos objets, en fait, ils ne nous appartiennent pas vraiment. Parce qu'on les achète, alors qu'en fait, quand on se fabrique nos propres objets, on leur donne beaucoup plus de valeur. Quand ma grand-mère me tricote un pull, même si je ne l'aime pas, ben j'ai envie de le porter. Parce qu'à chaque fois que je le mets, je pense à ma grand-mère, et quand je pense à ma grand-mère, ben je me sens bien. Alors que quand j'achète un t-shirt, ben je vais être exigeant, je veux qu'il soit beau, je veux qu'il y ait une marque, je veux qu'on me regarde, etc., etc. Et là, moi, j'avais la possibilité, non pas d'acheter une prothèse, parce que je n'avais pas l'argent, mais j'avais la possibilité de la fabriquer. Et ça ne me coûtait rien du tout, parce que les personnes qui étaient autour de moi étaient prêtes à m'aider, à me prêter l'imprimante, à me montrer comment ça marche, et à m'expliquer comment imprimer des fichiers. Et là, la photo que vous voyez, si on la voit, c'est ça, et ben c'est moi, parce qu'en fait, vous pouvez reconnaître je porte une prothèse.
C'est moi en train d'assembler la main et c'est la première fois que je le fais. Donc comme quoi, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est du fil de pêche que je mets dans la main. Encore une autre. Encore une autre pièce. Et là, c'est le résultat final. Donc cette photo, elle a été prise dans le Fab Lab. Et vous pouvez voir sur la main qu'il y a des fils électroniques, il y a des pièces noires, c'est un moteur, il y a des piles. Donc là, du coup, ça fait vraiment une prothèse bionique. Ça, moi, je ne l'ai pas fabriqué tout seul. J'ai eu besoin des autres. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Tout le monde a mis un petit peu de son savoir pour m'aider à fabriquer ma main. Parce que tout seul, je n'aurais pas pu. Avec un compte en banque de 50 000 €, j'aurais pu avoir ma propre prothèse à moi tout seul. Mais par contre, le fait de travailler avec d'autres personnes et de partager des connaissances, ça m'a permis non pas d'avoir une prothèse que j'ai fabriquée moi-même, mais surtout de me faire quelques copains. Et ça, c'est important. Est-ce que, jusqu'à maintenant, vous avez des questions? Est-ce que je... Ouais. Joli. Il y avait la main droite. Il y a la main droite, effectivement. Ça, c'est la main gauche, mais il y a la main droite. Quel œil! On m'avait jamais posé cette question. Donc là, par contre, c'est une main droite. Hein, et c'est bien ma main à côté. Mais il existe effectivement la main... Alors, pour faire une aparté sur ce projet, vous voyez ce qu'il y a décrit sur le dos de la main? Il y a écrit InMove. InMove, c'est un projet open source. C'est un projet de fabrication de robots avec une impression 3D, avec une imprimante 3D. Donc là, en fait, c'est une main, mais il existe le corps entier d'un robot que vous pouvez fabriquer vous-même. Alors, vous pouvez le fabriquer ici, avec une imprimante normale, voilà. Et vous pouvez le fabriquer, ce robot ou cette main, parce que les plans sont ce qu'on appelle en open source. Alors, open source, qu'est-ce que c'est? Un peu un truc, moi aussi je ne savais pas ce que c'était. Enfin, si vous ne savez pas. Mais open source, ça veut dire qu'il a inventé quelque chose et qu'il n'a pas mis de brevet. Vous savez, quand on invente un truc, le premier réflexe, c'est de dire à la personne, bah, mets un brevet pour ne pas te faire voler l'idée. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Dès que quelqu'un a une bonne idée, bah, vite, mets un brevet. Voilà. Il existe une alternative à ça. Ça s'appelle le partage. Ça s'appelle le partage des savoirs par Internet. Le mot, c'est open source. C'est quand on décide de partager ce qu'on fait. Et ce monsieur, il a fabriqué cette main, il a fabriqué la main gauche, la main droite. Après, il a conçu les avant-bras, il a conçu le corps et même un visage. Il y a des caméras dedans. Il peut même lui parler et le robot, il peut te serrer la main. Le projet s'appelle InMove et c'est grâce à lui que j'ai pu fabriquer cette main parce que tous ces travaux de recherche, il les a partagés en open source. Ça veut dire qu'il les a partagés sur Internet. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Ça veut dire qu'il le partage à condition qu'on en fasse un bon usage et qu'on le partage avec d'autres. C'est pas pareil. C'est pas gratuit. Et il y a une définition à l'open source en français. Open source, c'est le libre. Voilà. L'open source, c'est quelque chose de libre. Voilà. Et libre, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Et je vais vous expliquer quelle est la différence entre libre et gratuit. Si demain, à Mons, il y a un concert ou une exposition qui est gratuite, j'ai envie d'y aller parce que c'est gratuit, alors que d'habitude c'est payant. Donc je vais en profiter parce que c'est gratuit et que ce n'est pas tous les jours gratuit. Là-dessus, est-ce qu'on est d'accord? Eh bien, le libre, c'est différent. Une exposition à prix libre, ça veut dire que ce n'est pas gratuit, mais ça veut dire que c'est à prix libre. Ça veut dire que j'y vais, je regarde et je participe en donnant une pièce, suivant mes moyens, suivant ce que j'ai jugé d'intéressant. Le libre, c'est s'impliquer dans la valeur de ce que ça vaut. Ça veut dire j'ai vu une exposition à prix libre, ça veut dire que j'ai participé, j'ai mis 2 € ou 5 € ou 10 € parce que ça m'intéressait et parce que j'ai envie de soutenir les artistes. Dans la rue, il y a beaucoup d'artistes qui jouent à prix libre. Ça veut dire qu'on a le droit de donner. Est-ce que c'est plus clair pour vous la notion entre libre et gratuit? Ouais?
Mais ça, c'est important de comprendre ça. Parce que si vous voulez, dans le terme gratuit, le gratuit est très attractif. Donc quand c'est gratuit, on a envie de l'avoir. Quand c'est gratuit, si demain on voit une publicité téléviseur gratuit, tout le monde saute dessus, quoi. Mais quand on dit c'est open source, eh ben on ne comprend pas trop. Mais open source, ça veut dire que c'est libre. Et par exemple, cette main, elle est libre d'utilisation. Elle n'est pas gratuite. Mais pourtant, quand je la télécharge, quand je la fabrique, c'est gratuit, ça ne m'a pas coûté d'argent. C'est libre parce que je le fabrique, mais en échange, je donne quelque chose. Donc je participe. Et ce quelque chose, c'est de repartager pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et c'est ce qui m'a plu en allant dans le Fab Lab, c'est qu'on m'a dit, on peut t'aider à fabriquer ta prothèse à condition que tu repartages derrière ce qu'on a fait pour que ça aide d'autres personnes. Ça va ? Ouais. Et ça, pour moi, c'était important parce que ça a donné un sens. En fait, ça a donné un sens. Moi, j'ai eu un accident comme ça, et on fait tous des erreurs dans la vie. L'erreur est humaine. Il y a des erreurs qu'on a du mal à assumer. Et là, d'un seul coup, je me suis dit, cette erreur-là, d'avoir mis la main dans la machine, eh bien, aujourd'hui, je ne la regrette pas. Parce que si je n'avais pas mis la main dans la machine, et si je n'avais pas été amputé, eh bien, il ne me serait pas arrivé tout ça. Et ce tout ça, c'était de rencontrer des personnes qui avaient un cœur, qui avaient envie d'aider les autres. Et ça, pour moi, c'était plus fort que de trouver du travail. Voilà. Donc, ce qui est important dans la vie, c'est de trouver quelque chose qu'on aime. Et ce jour-là, moi, j'ai découvert quelque chose que j'aimais. C'était d'apprendre et c'était de partager. Et c'est ce que je tiens à... C'est vraiment mon message ce soir. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui nous anime dans la vie, c'est-à-dire de faire confiance en son intuition. Faire confiance en son intuition, ça veut dire que si ça ne me fait rien, bah, c'est que j'ai pas envie de le faire. Et que si je le fais, bah, je le fais naturellement sans me forcer. Alors, c'est une belle théorie, hein, mais demain matin, il faut aller bosser. Hein. Et le partage. Le partage, c'est important parce qu'en fait, si on ne partage rien, on n'a rien. Voilà. Les gens qui gardent tout pour eux, bah, ils ne sont pas heureux, en fait. Voilà. Fab Lab. Est-ce que Fab Lab, elle est où la notion de Fab Lab ? Est-ce que Fab Lab, ça va ? Fab Lab, est-ce que ça va pour vous ? Maintenant, imprimer une prothèse, imprimer une main, pardon, est-ce que c'est quelque chose qui est plus clair pour vous, la notion d'imprimer un objet ? Est-ce que c'est plus clair pour vous, à partir de mon ordinateur, je télécharge une pièce ? À partir d'Internet, je télécharge quelque chose sur mon ordinateur, et mon ordinateur, je le branche dans une imprimante, et l'imprimante, elle va fabriquer l'objet. Est-ce que ça, voilà, c'est ça le truc. Et là, en fait, les doigts, ils sont imprimés un par un, et ils sont assemblés, et c'est pas une main qu'on imprime comme ça, on appuie sur un bouton, il faut ensuite, c'est comme des Playmobil ou des Lego, il faut les imprimer, il faut les assembler. Voilà. Et maintenant, une petite vidéo, alors je veux bien du son. Voilà. Oui. Alors la question est, avec quel type de carte Arduino on a fabriqué la main ? Alors, comme je m'adresse, j'essaie de... D'accord. Donc la carte Arduino, vous voyez ce que c'était la carte électronique. Il existe différents types. Il existe différents types, comme il existe différents types de voitures. Alors, j'ai pas de réponse comme ça, puisqu'il existe plusieurs mains. Pour cette main-là, c'était une carte Arduino Uno. Pour d'autres mains, c'est une carte Arduino, notamment la main japonaise Hackberry, c'est une Arduino Nano, si je ne me trompe pas. Et voilà. Alors voici une vidéo très simple. Et le son peut-être ? Ça aurait pu être sympa. Comme vous pouvez voir. Est-ce que tu auras le son ? Non ? C'est pas grave. C'est un Mac, c'est pour ça. Ah oui, il est coupé le son, effectivement. Ouais. Ah non, il n'est pas coupé. C'est pas grave. Le plus important, c'est le schéma. Pour moi, c'est important que vous compreniez la différence entre... Donc ça, c'est la main qu'on a fabriquée. Vous voyez, donc si je vous remontre, hein,
Nul, ça, chier. Je tiens juste à vous montrer une dernière fois. Ceci, voilà. Donc là, vous voyez, en fait, on a la carte Arduino, donc c'est le petit rectangle bleu. Et après, ce que vous voyez en gris, en fait, c'est des plaques d'inox. C'est de l'inox qui est plié. Là, sur le côté, c'est une petite sangle pour que ça tienne sur mon bras. C'est vraiment fait maison. Et puis là, donc, une contraction musculaire qui va envoyer une information dans la carte. Et cette carte traduit cette contraction par une information dans un moteur. Et l'autre contraction du bras est interprétée par la carte électronique comme une information de fermeture ou d'ouverture de la main. Est-ce que ça va? Ouais. Bon, très bien. Alors on était où? On était là, hop. Et je fais ça. Voilà. Et puis tout de suite, forcément, moi qui avais l'habitude de cacher ma prothèse, j'ai commencé à trouver ça drôle. Et j'ai retrouvé du travail. Et je suis devenu capitaine pilote, en fait, d'avion. Non, voilà. Donc je suis pilote d'avion aujourd'hui. Voilà. Je vous déconseille de voyager avec moi. Je fais tout à une main. Donc voilà, ce qui est rigolo, en fait, là, pour moi, ce que j'aime bien dans cette photo, c'est que je m'assume, en fait. Je trouve ça drôle, alors que j'aurais jamais fait ça avant. Moi, je portais toujours des manches longues pour cacher mon bras. Et vous voyez, même ma prothèse aujourd'hui, c'est un gant transparent. Donc ce qui est intéressant, c'est, vous savez, le handicap, il faut toujours le cacher. On a une prothèse auditive. Qu'est-ce que c'est la prothèse auditive? Il faut quelque chose de miniature. Il ne faut pas que ça se voit. Il y a une prothèse auditive. Alors qu'en fait, moi, j'ai vu des gens... alors ma grand-mère, elle porte même pas de prothèse auditive parce qu'en fait, elle n'est pas bien avec. Mais il y a toujours l'orthoprothésiste qui va lui faire des réglages et elle n'est pas bien dedans. Mais le truc, c'est, est-ce qu'on veut une prothèse miniature qui ne fonctionne pas ou est-ce qu'on veut simplement entendre? Et là, c'est important d'avoir l'avis des utilisateurs. Vous savez, c'est important d'avoir l'avis de la personne concernée plutôt que de dire « nous, on vous a fait ça, maintenant vous portez ça ». Portez ça parce que nous, on pense qu'une prothèse, ça ne doit pas se voir. Donc vous mettez ça dans votre oreille et ça ne se voit pas. Mais on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement entendre. Comme moi, je veux simplement avoir une main, quoi. Et donc, il est important de se sentir important quand on est en situation de handicap. Et pas simplement utilisateur ou handicapé, ou etc. Et moi, par exemple, je suis passé de manchot à cyborg. Voilà. Et ça peut être pareil pour tous les types de handicap. On peut inverser la tendance. Mais ça nous oblige à voir les choses un petit peu autrement, quoi. Et puis là, c'est une autre facette. Donc je suis parti en Inde et je suis devenu gourou. Voilà. Voilà, je suis devenu gourou et ça ne m'a pas rapporté beaucoup d'argent, par contre. Et ce qui est intéressant dans cette photo pour moi, c'est que ma main robot, elle permet de fermer le pouce et l'index, alors qu'avec cette prothèse, je ne peux pas le faire. Cette prothèse, elle coûte 50 000 €, et la main que vous voyez ici, elle coûte 300 €. Et elle peut faire des choses que ne peut pas faire cette main. Et ça, c'est rigolo. Alors évidemment, à 300 €, il y a aussi des limites. La limite, c'est que par exemple, je ne vais pas pouvoir boire mon verre avec la main que vous voyez ici, parce que c'est beaucoup trop fragile. Donc moi, aujourd'hui, je n'utilise pas les prothèses que je fabrique, je ne les utilise pas parce que c'est trop fragile. Donc vous allez me dire, mais à quoi ça sert de le faire? Eh bien ça sert simplement justement à utiliser son handicap comme une source d'inspiration, de faire une limitation, une motivation. Et c'est ça le message, c'est de se dire, je subis, eh bien non, j'agis. Et grâce à mon problème, eh bien aujourd'hui j'ai des solutions. Et moi ma solution c'est ça. C'est d'apprendre.
et j'apprends ce qu'on appelle la fabrication numérique, la fabrication digitale. Et ça, c'est grâce à mon handicap. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... j'ai pas une prothèse... je porte pas la prothèse que j'ai fabriquée parce que... Bah oui, c'est trop fragile. Mais par contre, moi, je sais que c'est trop fragile. Tous les techniciens et les ingénieurs avec qui je travaille sont contents de m'aider parce qu'ils ont l'impression de faire une prothèse. Mais moi, ce que je dis, c'est que la prothèse, pour le moment, elle n'existe pas parce qu'il faut que ce soit solide. Et là, c'est l'utilisateur qui parle. Et il faut que je sois pris au sérieux. Comme vous, si demain, vous vous mettez à travailler sur votre propre handicap et que vous avez une équipe d'ingénieurs qui travaillent avec vous, quand vous ne serez pas content, il faudra leur dire « mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est pas comme ça. » Parce que l'ingénieur, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est faire au mieux. Donc il va faire au mieux en pensant que c'est bien pour vous, sauf que lui, il n'est pas à votre place et il ne sait pas ce qui est bien. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, vous voyez, cette prothèse, c'est la prothèse dernière génération. C'est-à-dire, il n'y a pas mieux. Eh ben, est-ce que vous entendez le bruit que ça fait? Alors, on fait des voitures qui font de moins en moins de bruit, mais on fait des prothèses qui en font de plus en plus. Et cette prothèse, elle coûte quand même 50 000 €. Moi, je ne comprends pas, en fait. Les ingénieurs n'ont pas pensé à ça. Les ingénieurs n'ont pas pensé à faire un bouton. Voilà, vous avez entendu le bip? Comment couper ma prothèse quand je suis dehors et qu'il y a du bruit? Ils n'ont simplement pas pensé à ça. Voilà. Et ça, il n'y a que l'utilisateur qui peut le savoir. Voici la main. Cette main est aujourd'hui en exposition au Musée de l'Homme à Paris, parmi d'autres prothèses. Elle représente l'homme du XXIe siècle qui apprend à se réparer. Voilà, c'est symbolique. Aujourd'hui, il est possible, avec les technologies, de fabriquer des mains bioniques à moins de 500 €. Aujourd'hui, c'est possible. Ici, à Mons, dans un collège, n'importe où, c'est possible. Il suffit d'avoir un professeur de technologie qui soit un tout petit peu intéressé par ça, quelques personnes motivées, et une main, en fait, il existe les plans, il existe les machines, vous en avez ici. Qu'est-ce qui manque? Je vous laisse répondre. Je ne répondrai pas à votre place. Alors, je repose ma question. Alors aujourd'hui, pour faire des mains bioniques, on a les machines, puisqu'il faut des imprimantes 3D. On en a là. Qu'est-ce qu'on a? On a les compétences, puisqu'il suffit d'avoir un niveau de technologie de collège, donc par exemple un professeur de technologie. Donc les compétences. Qu'est-ce qui manque pour réaliser ça? La volonté, l'envie, la motivation. En gros, il manque quoi? Les gens. Voilà. Il suffit simplement de se dire, tiens, si on faisait ça, c'est tout ce qui manque. Hein. C'est pas. Ah si, il manque. Alors si vous êtes 5-6 personnes, il vous faut à peu près 20-30 € chacun. Voilà, il faut mettre 20-30 € chacun pour que ça fasse à peu près 200 €. Mais il faut une personne compétente, et derrière, les autres personnes, elles ont juste besoin d'être volontaires. La compétence la plus recherchée, moi aujourd'hui, les compétences que je recherche le plus, c'est les personnes qui ont du temps. C'est pas l'ingénieur qui fait des fusées ou le meilleur, non. C'est d'avoir du temps, d'être ouvert, curieux et d'avoir envie. C'est la compétence la plus importante. Voilà, c'est pas une histoire de diplôme ou de motivation, si c'est une histoire de motivation, mais c'est effectivement l'envie de le faire. Et moi, j'ai réussi à le faire alors que je me sentais totalement incapable. Je veux dire, j'aurais jamais été ingénieur dans ma vie. Aujourd'hui, certaines personnes disent que je suis un inventeur de prothèses. D'ailleurs, c'est ce que tu pensais, que j'avais inventé des prothèses. Moi, j'ai pas inventé de prothèses et je ne suis pas un ingénieur. J'étais un jeune ouvrier qui a perdu sa main et qui a travaillé avec des enfants et qui a essayé de trouver sa voie. Donc, j'ai pas du tout le... Enfin, je veux dire, je suis pas plus intelligent. J'ai pas le truc en plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment se dire, ouais, ça me plaît bien de le faire. Comment avoir envie de le faire? Il suffit de trouver quelqu'un qui en a besoin, et là, vous allez avoir envie de le faire. Voilà. Donc, si vous connaissez une personne qui peut être concernée par ça, ça pourrait l'intéresser, vous allez avoir envie de le faire. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on est fait pour s'entraider. On est comme des fourmis, en fait. On est fait pour s'aider.
On aime ça. Mais dans notre monde, on essaie de devenir des lions. Ouais, d'être le plus fort, d'être voir le... Mais en fait, on est comme des fourmis, on est tous connectés. Hein. Donc il suffit de connaître quelqu'un qui en aurait potentiellement besoin pour que vous ayez envie de le faire. Et je vous dis, c'est quelques fils de pêche, coller des pièces ensemble avec de l'acétone, suivre des plans sur l'ordinateur, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un petit peu complexe quand même, hein, mais voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec les personnes qui m'ont aidé, certains ont dit ouais, c'est génial, on fait des mains, et puis dans l'équipe, chacun avait un ami, un proche qui est aussi en situation de handicap. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc plus général qui concerne le handicap plutôt que de faire que des prothèses de main. Voilà. Et on s'est dit, voilà, on va essayer d'être large, très large, et se dire que chaque personne qui est handicapée, son handicap, ça peut être un centre de gravité qui va attirer des bénévoles qui vont l'aider. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'est né My Human Kit. My Human Kit, c'est notre association. C'est l'association que j'ai créée avec des personnes, avec les copains en fait, finalement, ceux qui sont devenus mes copains. Et voilà, c'est ça My Human Kit. Et donc, là par contre, j'aurais vraiment besoin du son, les gars, si c'est possible. Sur le Mac, on the Mac. Le son sur le clavier, bah ouais, mais pourtant. Hein? Bah oui, je vois, je suis à fond là. Lequel clavier? Clavier de quoi? Mac Assistance, bonjour. Apple Service? Eh bah oui, regarde, attendez. C'est pas parce que j'ai dit que j'étais nul qu'il faut me prendre pour une quiche, hein. Ok, je réessaye. Non, il y a un problème. Là, on a vraiment besoin du son, là. Attends, regarde. Non, il y a besoin du son, David. S'il te plaît. Non, David, il y a un problème, là. Moi, j'arrive pas à monter le son. Tu peux venir, s'il te plaît? Parce que tu vois le truc? Moi, j'arrive pas... Ce serait dommage, j'ai pas le son, quoi. Ok, bon, tant pis. Je vais faire la voix off. C'est dommage, c'était sympa. Alors je vous montre cette vidéo qui raconte que moi quand j'étais... Ah, tu viens voir checker le son? Bon, moi je pense que ça vient de là. Hein. Tu reçois rien de là-haut? Moi je pense que c'est... Donc je résume dans cette histoire, voilà, qu'une prothèse ça coûte cher. Et un jour j'ai découvert le Lab Fab de Rennes. Et j'ai vu Johan, et j'ai vu une imprimante 3D, et je lui ai dit, est-ce qu'on peut fabriquer des prothèses ici? Et lui il m'a répondu, ouais. Donc on a fabriqué une main à partir de plans open source, c'est-à-dire des plans téléchargés sur Internet. Et c'est comme ça qu'on a fait cette prothèse, et qu'on a créé My Human Kit. Et My Human Kit, en fait, son but, c'est de créer des aides techniques au handicap, en incluant tout le monde. Et un jour, on a entendu parler d'un concours qui était organisé par Google. C'est un concours organisé par google.org auquel on a participé. On est arrivé en finale et on a gagné une bourse. Et avec cette bourse, on a fait plein de trucs. On a embauché des nouvelles personnes et on s'est mis à travailler sur de nouvelles aides techniques. Notamment, ici, vous pouvez voir une trottinette électrique adaptée sur un fauteuil roulant. Et puis finalement, moi, mon plus grand rêve, c'était de jouer de la musique. Et puis, j'ai réussi à me fabriquer une baguette qui m'a permis de jouer de la musique avec les Rolling Stones. Voir plus d'histoire, non. Donc voilà comment a commencé My Human Kit. On était une petite association et on était 3 ou 4. On n'avait pas d'argent. Et puis on a entendu parler de ce concours. Et on a gagné une bourse de 200 000 euros. Donc 200 000 euros, ça nous a permis d'écrire un projet. Et ce projet, c'était de fabriquer des aides techniques au handicap, de les publier sur Internet pour que d'autres personnes puissent le faire, et d'ouvrir un lieu, un Fab Lab, qui permettrait d'accueillir tout le monde, handicapé ou non,
et de fabriquer des aides techniques. Donc un atelier, un garage où tu peux venir réparer ton fauteuil, en gros. Voilà. Et ce lieu, on l'a appelé Human Lab. Voilà. Donc le Human Lab, c'est un lieu qui a pour vocation d'essaimer, c'est-à-dire d'exister dans d'autres pays, partout, et on serait ravis qu'il y en ait un chez vous. Voilà. Petit message ou pas. Hop. On participe à des foires de makers. Donc les makers, c'est tous ces gens qui bidouillent, qui bricolent. Et mince alors, là vous pouvez voir par exemple ce jeune garçon qui découvre qu'avec son bras, il a un capteur qui est collé sur son bras, et en fait, en faisant bouger son bras, eh ben, il arrive à faire bouger le doigt. Voilà. Ça, c'est voilà, c'est le petit capteur de muscle qu'on colle sur le doigt, qu'on colle sur l'avant-bras. Hop, il bouge son bras, ça fait un... Donc, même si vous avez votre bras, ça va marcher. Hein. Mais donc, en gros, vous collez le capteur sur le bras, et quand vous faites une contraction, la carte électronique le lit, et derrière, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, par exemple, ça fait bouger le petit doigt. Et pardon ? Ouais, c'est ça. Le capteur va lire l'intensité de la contraction. C'est ça, plus ou moins. Ouais. Vous connaissez l'électromyographie, vous savez, dans les hôpitaux, on a l'électromyographie EMG, vous savez, les capteurs qu'on colle pour lire l'activité électromyographique. Eh bien, c'est ça. C'est exactement ça. Et moi, ce que j'aime dans cette vidéo, en fait, c'est le regard du petit. Voilà. Parce qu'en fait, il n'est pas comme les autres. Je ne sais pas si on se moque de lui à l'école, mais là, il a son petit sourire coquin, là, qui est tout fier de lui. Et moi, je trouve ça génial. Voilà. Et c'est ça qui nous plaît, nous. Voilà. C'est ça qui est chouette. Là, c'est une autre personne. Lui, eh ben, il s'est fabriqué sa coque pour sa prothèse de jambe, qui fait de la lumière dans le noir. Voilà. Comme ça, si jamais il perd ses clés, il va pouvoir les retrouver. Il peut aussi faire des marathons la nuit. Voilà. Hop. Là, comme vous pouvez voir, ici, c'est Adamou, un copain, qui... je te remercie. Qui, lui, il a la polio. Donc, il a d'énormes problèmes à la marche. Quand on est ensemble, effectivement, nous, on marche sur les trottoirs. Et au bout de 2 minutes, on se rend compte que Adamou, eh ben, il n'est plus là, quoi. Adamou, il est loin derrière nous, parce que nous, on marche, et que lui, il ne marche pas vite. Parce qu'il a la polio et qu'il a une jambe qui ne va pas. Voilà. Ce projet, c'est de mettre une... vous pouvez voir devant, ici, c'est une trottinette électrique qui a été démontée et qui a été adaptée sur le fauteuil roulant avec des pièces de vélo. Voilà. Donc c'est un truc, c'est pas du tout conforme, il n'y a pas de garantie. Voilà. Mais par contre, ça coûte 200 € au lieu de 2000 €. On est vraiment, nous, dans l'accessibilité, quoi. Quand on dit accessibilité, c'est-à-dire on fait avec ce qu'on a. On est dans le bidouille, l'entraide. Voilà. Et là, ici, c'est Mathilde. Donc ça, là, ce que vous voyez, cette salle, c'est le Human Lab. Ici, il y a 3 personnes en situation de handicap. Ici, c'est Mathilde qui, elle est myopathe. Et ici, c'est son auxiliaire de vie, donc qui l'aide dans ses tâches quotidiennes. Et elle, comme vous pouvez voir, elle a un appui-tête. Et sa tête, elle est toujours bloquée pour regarder en face d'elle. Et le problème, c'est que parfois, dans les discussions, quand elle est au restaurant ou si elle est en voiture, elle voudrait bien être capable de tourner la tête autrement qu'avec son fauteuil. Donc elle est venue en nous demandant si on pouvait faire quelque chose. Et on a essayé avec elle des trucs. Et aujourd'hui, eh ben, on a inventé un système qui est un appui-tête électrique rotatif qu'elle commande avec son doigt. Et aujourd'hui, elle peut tourner la tête. Voilà. Donc elle vient faire ça au Human Lab. C'est pas elle qui le fait. Il y a des bénévoles qui l'aident. Voilà. Mais par contre, elle vient. Elle est demandeuse. Voilà. Et ça, c'est important. C'est elle qui vient. Et tant qu'elle est là, eh ben, nous, on doit l'aider. Et ici, on a des autistes qui viennent. Ici, c'est leur animateur. On a des autistes qui viennent. Et ben, eux, par exemple, il y en a un, lui, il veut fabriquer des tours. Toutes les tours du monde. La tour de Pise, la tour Montparnasse, la tour Eiffel, Tokyo, Big Ben, tout ça.
Et alors parfois, bah, du coup, c'est comme ça qu'il apprend à utiliser une imprimante 3D. Voilà. Lui, il est arrivé avec un fer à repasser, et puis il a dit qu'il voulait fabriquer un bateau. Voilà, il a démonté son fer à repasser. Et c'est le seul endroit où on l'autorise à démonter des trucs. Partout où il va, faut pas toucher parce qu'il va casser. Là, il vient, il fait ce qu'il veut, il casse, il peut, voilà. Et lui, il est en train de démonter un ordinateur. Voilà. Et ici, on a Guillaume, qui lui est paraplégique, et il est en train de fabriquer un fauteuil roulant pour bébé. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'importateur, il y a des bébés qui ne peuvent pas marcher, et il n'y a pas d'importateur en France de fauteuil roulant pour bébé. Ça, c'est une solution qui est fabriquée avec des pièces qu'on trouve dans un magasin de bricolage. Ce que je veux dire, c'est que voilà, encore une fois, il faut des vis, des roues, une clé à molette, et on peut faire des trucs qui vont aider les autres. C'est la catégorie. Toujours pas de son. Hein. Ah, ça y est, déjà, il y a le son là. Il n'y a plus que. Toujours pas là-bas? C'est pas grave. T'as un Mac, c'est vraiment pas c'est plus ce que c'est. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que en fait, on peut être en fauteuil roulant et puis voler. Voilà. Moi, je savais pas, mais là, c'est une personne paraplégique. Elle est dans un fauteuil et elle vole. Et il y a aussi des gens. Alors, il y a quelqu'un derrière pour l'aider, mais il existe des personnes paraplégiques qui font du fauteuil, qui font du parapente toutes seules. Et le projet qu'on a en commun, c'est de fabriquer un fauteuil volant open source, c'est-à-dire libre, qui puisse être fabriqué dans n'importe quel Fab Lab, parce que les plans seront libres. Donc si vous êtes soudeur et que vous y connaissez un peu en mécanique, ce projet devrait vous intéresser. Là, s'il y a du son, c'est chouette. S'il n'y en a pas, il y a les sous-titres. Il n'y a pas le son, c'est pas grave. Le vélo recyclé fait rouler le fauteuil à l'électricité. Je vous laisse lire. Hein. Donc ce projet, c'est qu'à Rennes, où j'habite, la ville met à disposition des vélos électriques à louer. Et au bout de 3 ans, ces vélos ne sont plus garantis. L'association La Petite Reine, que vous pouvez voir ici, récupère les vélos et les transforme en vélos manuels. Ça veut dire qu'ils enlèvent la roue électrique et mettent une roue normale. Ils peuvent ainsi vendre le vélo, un vélo classique. Ils nous donnent la roue électrique, à nous, à My Human Kit, et nous, on adapte cette roue sur un fauteuil roulant. Donc là, c'est un projet de recyclage de vélos électriques. Voilà. Oui. Combien ils payent pour récupérer les vélos? Alors, non seulement je pense qu'ils ne payent pas, mais je pense aussi qu'ils touchent un peu d'argent. Parce qu'il faut savoir que pour le fabricant de vélos, c'est une très belle opération de communication. Donc si par exemple, dans votre ville, il y a ça, n'allez surtout pas leur proposer de racheter leur vélo, parce que pour eux, c'est une superbe opération de com pour dire qu'ils recyclent les vélos. Donc demandez-leur plutôt de l'argent. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que non, parce qu'en fait, c'est bien beau de récupérer des vélos, mais derrière, il faut les recycler, les vélos. Et ça, c'est du temps de travail. Et ce temps de travail, il faut de l'argent pour ça. Donc l'entreprise en question, normalement, elle a donné de l'argent à cette association pour qu'elle recycle les vélos. Parce que sinon, les vélos, ils vont à la poubelle. Et à l'époque où on vit, de recyclage, d'écologie, etc., je pense que c'est pas très politiquement correct de mettre des vélos à la poubelle. Voilà.
ça, c'est un projet que je ne vais pas rester beaucoup dessus, mais c'est pour vous dire qu'on travaille avec des entreprises et que là, l'entreprise en question s'appelle Airbus. Ouais, c'est quand même une grosse boîte. Et qu'on a travaillé dans cette entreprise dans le cadre de la semaine du handicap. Et là, c'est un salarié d'Airbus qui est malentendant, je crois. Et en fait, l'objectif, c'était de mélanger des salariés d'une entreprise avec des salariés de l'association pour travailler sur des aides techniques au handicap, donc des mains, des fauteuils, et que les personnes travaillent ensemble. Le but, c'est de changer la vision du handicap en entreprise. Parce que c'est toujours compliqué de trouver du travail quand on est handicapé. Voilà. Ça, c'est le directeur qui était là. Voilà, une prothèse, tout ça. Et puis, donc, pour terminer, aujourd'hui, notre association, elle compte des salariés. Donc moi, aujourd'hui, c'est mon travail. J'ai retrouvé du travail il y a 2 ans, et c'est quand j'ai été embauché par My Human Kit, donc l'association, parce qu'en fait, Google, là, mine de rien, ils nous ont donné une bourse, et grâce à cette bourse, moi, ça m'a permis d'être salarié. Donc aujourd'hui, j'ai un contrat indéterminé, un CDI, et j'ai créé mon emploi. Voilà, j'ai créé mon travail. Ça a commencé avec moi, et puis 2, 3, 4, 5, et aujourd'hui on est 6 salariés. Et évidemment, il faut de l'argent pour tout ça. Alors comme on n'est pas une entreprise, eh bien, on va demander de l'argent, des subventions, on participe à des concours. Et par exemple, ici, là, vous pouvez voir, cette fondation s'appelle La France s'engage, et elle donne des bourses jusqu'à 300 000 € à des entreprises ou des associations qui défendent une cause sociale pour l'amélioration des conditions, pour le changement sociétal. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a rempli un dossier, on était en finale avec 300 finalistes, il a fallu passer des concours à l'oral, etc., etc. Ça nous a permis de gagner cette bourse. Ici, vous avez une structure privée qui s'occupe de l'insertion des personnes handicapées en entreprise. Ça s'appelle l'AGFIP en France. L'AGFIP, en fait, ils récupèrent les taxes. Enfin, ils vont récupérer... L'AGFIP vont récupérer une somme d'argent versée par des entreprises qui n'embauchent pas assez de personnes handicapées. Voilà. Et l'AGFIP est notre partenaire, c'est-à-dire ils nous donnent de l'argent. Et nous, en échange, on propose des formations gratuites à des personnes en situation de handicap qui sont demandeurs d'emploi. Et durant ces formations, on apprend l'impression 3D, faire du code sur Arduino, etc. etc. Ici, Free, c'est un... ici, vous avez Free, qui est un opérateur mobile en France, qui a une fondation. Donc les grosses entreprises, souvent, elles ont des fondations, et ces fondations, elles vont défendre des valeurs. La fondation Free défend les logiciels libres, donc open source, et l'accès au numérique. Voilà, numérique. Donc ils nous soutiennent. Ici, vous avez un assureur qui s'appelle la GMF, et il nous donne aussi des bourses. Donc tout ça, ça fait à peu près 300-400 000 € par an. Et avec cet argent, ça nous permet de payer des salaires. Et moi, aujourd'hui, je sais que j'ai encore 2 ans de salaire sûr. Et que si je veux continuer à faire ça, il faut que j'aille démarcher, trouver de l'argent à droite à gauche. Voilà. Est-ce que ça va? Ouais. Alors, donc pour revenir à la base, donc moi c'est Nicolas, je suis fondateur de Bionico Hand. Bionico en fait c'est, je m'appelle Nico et je veux faire une main bionique. Donc je m'appelle Bionico. Voilà, c'est un petit jeu de mots. Et My Human Kit, ici, My Human Kit, maintenant vous connaissez. Mon poste de travail, c'est les relations, médias et développement. Je ne savais pas que c'était ça, mais aujourd'hui, c'est ce que je fais. Moi, je m'occupe de parler, de vulgariser, de faire comprendre, d'échanger. Et ici, vous avez les coordonnées de mon blog, et ici, les coordonnées du site internet, le site internet, de My Human Kit.
La différence, c'est que My Human Kit, comme je vous l'ai expliqué, c'est une association autour des handicaps et de la fabrication de solutions pour les personnes en situation de handicap. Et que chaque personne en situation de handicap, elle porte son projet. Moi, je suis en situation de handicap et je porte mon projet. Mon projet, c'est Bionico. Et ça, c'est mon blog, ici. Et on a les réseaux sociaux. Là, j'ai une petite phrase que j'aime bien, c'est que si on a quelque chose en moins, et ben à la fin, on a un petit truc en plus. Et que aujourd'hui, en fait, comme je vous expliquais, cette prothèse, elle n'existe pas. Et l'association, en fait, comme il y a beaucoup de travail avec beaucoup de personnes qui viennent, il est difficile pour moi de travailler vraiment sur le développement de cette prothèse. Et pour travailler sur cette prothèse, il faut du temps. Voilà. Et il y a 2 ans, 1 an et demi de ça, j'ai rencontré un roboticien qui travaillait dans une grande entreprise qui fait des robots et qui m'a dit, moi j'ai envie de quitter, je vais quitter mon entreprise parce que ça me plaît plus et j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de la faire cette main, j'ai envie de faire cette prothèse parce que j'ai envie de faire des prothèses qui coûtent pas cher et j'ai envie de faire des prothèses de qualité. Voilà. Et je vais vous le présenter parce qu'il est là. Il nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Je vous demande d'applaudir. Bonsoir, mais c'est surtout Nico que vous pouvez applaudir parce que du coup il est très inspirant, donc je vais lui prendre la parole, mais on peut lui donner un petit temps d'applaudissement parce que ce qu'il fait, je trouve ça génial. Donc bravo à toi. Alors, bonjour à tous déjà. Donc je m'appelle David Goualier et je vais prendre la suite après Nicolas. Alors c'est pas forcément facile, il a un bon talent d'orateur. J'ai pas son talent de vulgarisation, donc si je parle un peu vite ou que je vais un peu loin dans mes concepts ou des trucs, vous m'arrêtez et pareil on interagit, ça va être beaucoup plus sympa. Et avant de vous parler de comment j'arrive à Nicolas et comment on se rencontre et tout ça, je vais reculer un tout petit peu en arrière et vous parler de moi. Et du coup, là je vais me projeter, j'ai 14 ans, je suis au collège en France et du coup moi je suis hyper passionné de sciences, je démonte tout chez moi et tout, j'adore. Mais je suis en échec scolaire clairement, du coup ça passe pas bien, on arrive et en France en général quand on réussit pas bien, on nous envoie vers les métiers techniques. Alors j'ai mis ça, c'est pas histoire d'être péjoratif, mais c'est voilà, mon papa était plombier, etc. Mais on me disait va charpentier, plombier, maçon. Mais moi j'avais pas envie en fait. Moi je voulais aller dans l'espace, faire des fusées. Je trouvais ça vachement plus fun. Du coup je me suis battu pour ça. J'ai réussi. Ah, je suis allé un peu vite. Et dans tout ça, j'ai fait mon petit chemin, on va dire, et je voulais continuer les études, donc j'ai navigué, les écoles d'ingénieurs, elles m'ont fait, non, trop juste ton niveau, ça passe pas, j'ai fait la fac, hop, j'ai navigué un peu comme ça, et j'ai réussi à arriver à un niveau où je suis content, j'ai eu mon master j'ai atteint le master de recherche, donc c'est un bac+5 en robotique, parce qu'à l'époque, c'est la robotique, ça m'a passionné, je trouvais ça hyper génial, les robots bipèdes, ça me passionnait. Et donc j'ai réussi, j'ai navigué, j'ai fait comme ça, je suis passé. Et donc c'était chouette, et donc on arrive en 2005, et là, du coup je rencontre un personnage à ce moment-là, donc le master de recherche, en fait ça m'ouvrait la voie vers ce qu'on appelle le doctorat, les études de recherche, et je rencontre un personnage qui s'appelle Bruno Maisonnier, et à cette époque-là, du coup il crée Aldébaran Robotique, et du coup je commence avec lui, on commence à 3 cette aventure, donc je sais pas si cette entreprise elle vous parle. Mais en gros, en 3 ans, en fait, on a créé Nao. Ce petit robot, ils doivent un peu plus vous parler parce qu'on le voit un petit peu plus. Et du coup, c'était génial. Moi, j'étais hyper content. On est vraiment parti du début. C'était entreprise start-up. On était 3, 10, 15, 20. On a tout bidouillé. C'était du fer à souder, du pistocol. C'était notre outil favori. Enfin, c'était vraiment hyper chouette. On a posé plein de trucs. C'était vraiment une super aventure. Et on avait cette ligne-là de direction, c'était qu'on voulait faire des robots pour aider les gens. Et si je dois retenir un truc sur le robot, sur Nao, il sert pas
spécifiquement à grand-chose. C'est un petit robot humanoïde, hein, il fait cette taille-là, il est 50 cm, il marche, il peut tomber, il parle, il vous reconnaît. Mais on s'en est servi pour aider des enfants qui étaient atteints d'autisme. Nicolas en parlait tout à l'heure. Et donc en fait, l'autisme, si je le résume assez vulgairement, c'est des enfants qui ont du mal avec nos codes sociaux, c'est-à-dire à faire des contacts avec les yeux et tout ça. Et donc avec un petit robot humanoïde qui fait « Ah, je suis content » ou « Je suis triste » avec des gros yeux rouges, pour eux c'était plus simple. Et certains enfants, ça les a aidés à recommuniquer avec leurs parents. Et si ça en a aidé 1, 10, ça suffit, c'est chouette. Et du coup, moi j'étais content avec cette ligne. Le côté éthique du projet, c'était vraiment chouette. Alors c'était bien comme aventure. J'ai eu mon PhD entre temps et tout, c'était chouette. Donc je suis content. Je suis docteur en robotique, ça fait classe. Donc les années défilent, la boîte en grossit, les modèles économiques, parce qu'on est dans un monde économique, il faut s'imposer. Le robot, il est compliqué à faire, il faut trouver de l'argent. Et à un moment, il y a un groupe japonais qui prend le contrôle de l'entreprise. Enfin, ils prennent 80% des parts de l'entreprise. Et ils nous commandent un robot qui s'appelle Pepper. Donc on travaille à fond dessus. On développe un robot. Donc Pepper, c'est un robot qui est un peu plus grand. Il fait 1m20. Du coup, il était censé être utilisé dans les magasins. Voilà, ça marche bien. Mais rapidement, en fait, ils prennent le contrôle. Ils changent le nom de l'entreprise. Ça s'appelle maintenant SoftBank Robotics. Donc Aldébaran a disparu. Et on a changé la phrase qui est devenue on veut être numéro 1. Alors je l'ai un peu trafiqué, normalement c'est être numéro 1 en écrasant les autres, le vrai titre, mais c'est les vrais trucs, hein, c'est overwhelming number 1 and make profit, donc, et faire de l'argent. Alors on m'a dit c'est très classique, hein, les entreprises dans le monde capitaliste travaillent comme ça, le but c'est de faire de l'argent. Moi ça me plaisait pas beaucoup, je t'avais promis de mettre du vomi. Hein. Et du coup, je pars. Donc Pôle emploi, je sais pas si vous voyez, c'est quand on quitte son emploi, le chômage en France, etc. Donc je suis parti. Et donc c'est à ce moment-là, je me suis posé pas mal de questions. C'est quand même pas facile de se retrouver, d'arrêter son boulot, de le vouloir. Et donc c'est chouette d'avoir l'argent qui continue à arriver quand même avec le chômage. Donc c'est bien. Et donc c'est à ce moment-là que moi je fais, qu'est-ce que je sais faire? Je sais faire des robots. J'ai beaucoup étudié l'homme, notre modèle de muscle, d'os, comment on fonctionne. J'ai essayé de le copier. Je me suis rendu compte qu'on est des machines merveilleuses et que ça marchait pas. Et du coup, les prothèses, ça s'imposait un tout petit peu. Et donc, du coup, je suis allé voir Nicolas. Je l'ai rencontré. Je ne vais pas vous le présenter parce qu'il a fait ça très bien. Et avec lui, ça fait 1 an qu'on travaille, qu'on discute. Moi, j'ai appris ce que c'était le monde des prothèses. Je ne connaissais pas bien, comme je pense que la plupart d'entre vous, parce que quand on n'est pas concerné, on ne connaît pas bien. Et du coup, on arrive sur des choses comme ça. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 40 millions de personnes qui auraient besoin de prothèses. Donc c'est à peu près... le ratio, c'est 10% de personnes qui sont amputées du membre supérieur, comme Nicolas, et 90% sur plutôt les jambes. Donc ça fait quand même pas mal de gens. Et les chiffres, c'est ça, il y a 90% qui ne sont pas du tout équipés. Donc on peut se demander pourquoi. Et le gros sujet, c'est ça. L'argent, ça coûte hyper cher, Nicolas vous l'a dit. Sa prothèse de main, c'est un moteur, une batterie, 2 capteurs. Prix catalogue, c'est 25 000 €. Vous rajoutez l'option batterie, la batterie la vente de 800 €. Le capteur myoélectrique, c'est 1 000 €. Hop, on met le bout, l'orthoprothésiste, on arrive à une facture de 45 000 € en France. Sauf qu'en France, il y a la sécurité sociale, donc c'est l'assurance maladie. Elle rembourse, donc Nicolas paye 0 sur cette somme aujourd'hui, à partir du moment où elle est remboursée sur la liste de sécurité sociale. Mais vous vivez en Inde ou en Afrique ou en Angleterre ou dans d'autres pays, les 50 000 €, il faut les sortir, c'est pas possible. Et en regardant de plus près, ça vaut pas 50 000 €. Nao, on le produisait à 2 000 €, c'est 25 moteurs, 50 cartes électroniques, des capteurs, etc. Donc il y a un problème. Donc les gens répondent oui, mais tu vois, il n'y a pas beaucoup de personnes handicapées ou amputées. Du coup, c'est pas un marché de masse. On va pas faire beaucoup de production, on va pas faire des moules, on va pas réduire les coûts. Ça marche pas comme ça. Sauf qu'au final, quand on regarde, ça se gave beaucoup dans le monde médical. C'est remboursé et les gens se font plaisir. C'est là où il y a les plus grosses marges commerciales. Pardon, ça me rend émotif du coup d'en parler. Et du coup, voilà, on vient de créer une boîte avec Nico. Elle a 15 jours, si vous regardez la date. Ça s'appelle Orthopus. C'est pas le logo officiel. Mais l'idée, c'est que les valeurs sont là. Le logo que vous voyez derrière, c'est le logo de l'open source hardware. Donc Nicolas, il a parlé d'open source, donc de libre, mais le libre hardware, c'est-à-dire c'est pas des logiciels. Le libre, il vient du monde logiciel. Là, on est dans le libre physique. C'est la grosse ambition de la boîte. Et l'orthopus, le poulpe,
parce qu'on va y aller comme des pirates en fait sur le truc. Et voilà la valeur qu'on veut proposer avec cette entreprise. C'est des prothèses de qualité à un prix abordable pour tout le monde. Et moi, ma vraie valeur ajoutée dans tout ça, c'est qu'on a vu que d'un côté, il y a le monde industriel qui fait des super prothèses, mais elles sont hyper chères. Et de l'autre, il y a les makers qui font ce qu'ils peuvent avec les matériaux, sauf que ça ne répond pas aux besoins. Nicolas, il ne vient pas avec ses prothèses parce qu'il ne peut pas utiliser ces prothèses qu'il fait lui-même. Parce que l'emboîture, la socket qui est sur le corps, elle n'est pas bien adaptée, c'est pas assez solide. Et vu mon regard avec mon passif et industriel, etc., je pense que c'est possible qu'on fasse des choses pas chères, aussi bien que ce que font les groupes industriels. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et comment on va faire ça? Et ben voilà, les valeurs, c'est qu'on va partir sur des prothèses. On va faire attention que ça soit du matériel médical. Il y a des normes à respecter. On ne fait pas n'importe quoi avec des prothèses. On s'entoure déjà de tout ce qui est les orthoprothésistes autour de Nicolas, parce qu'il a la chance d'avoir un réseau. Autour de lui, en fait, il y a tout un réseau qui se crée. Donc son orthoprothésiste, il est pour partager ses méthodes. C'est un métier. En Bretagne, on a un centre d'excellence sur la rééducation qui s'appelle CarePap, qui voit 400 patients par mois différents suite au trauma, etc. Donc voilà, il y a des gens qui veulent nous aider. On va faire de l'open source, bien sûr, de l'impression 3D, mais moi j'appelle ça maintenant de l'impression 3D industrielle. Je vais essayer de voir comment faire avec une machine qui imprime du plastique, comment la rendre aussi solide que de l'aluminium, donc on va réfléchir. Je n'ai pas la réponse tout à fait aujourd'hui, j'ai des idées mais pas la réponse. Du do-it-yourself et de la documentation, parce que c'est primordial. On ne donne pas des plans à quelqu'un sans lui dire comment assembler la prothèse. Et donc c'est la démarche, et de travailler avec les ONG. Donc dans le réseau Nicolas, moi je discute directement avec Handicap International, Médecins Sans Frontières, qui sont déjà dans cette démarche pour équiper des personnes en Inde, en Afrique, qui n'ont accès à rien, et comment on vient leur donner juste une main esthétique pour pouvoir marcher dans la rue et juste pas être pris pour un handicapé ou être exclu de la société. Donc voilà, c'est ça l'objectif. La route va être un peu longue, mais on y va. Moi j'ai la chance d'être un peu dans le milieu, d'avoir des gens d'avoir un pied dans le capitalisme en connaissant des gens qui ont de l'argent à investir dans des sociétés et dans d'autres milieux, donc on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc voilà l'idée, voilà où on veut aller. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on se donne les moyens de faire quelque chose de bien. Et voilà. Ouais, super. Je vous propose maintenant de passer à la traditionnelle séance de questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions ou même des réactions sur tout ce qui a été dit aujourd'hui. Ouais, Nicolas. Par rapport à la prothèse que vous avez fabriquée, est-ce qu'il y a eu plusieurs versions et est-ce que ça a évolué depuis la première? Alors, dans les prothèses qu'on a faites, en fait, elles sont inspirées de modèles qui existent déjà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé de la main InMove. Donc, c'est pas une prothèse, mais c'est une main robot. Pourquoi je dis que c'est pas la même chose? C'est qu'une main robot, c'est une main qu'on fait bouger avec des boutons. Alors qu'une prothèse, c'est une main pour une personne à qui il manque une main. Voilà, InMove, c'est une main robot. On a fabriqué ça. Donc on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas faire grand-chose, mais que ça pouvait bouger, c'était déjà bien. Ensuite, j'ai découvert Open Bionics. Open Bionics, c'est une boîte qui est à Bristol, en Angleterre, qui a fait aussi des mains imprimées en 3D, des mains prothèses, c'est-à-dire des mains imprimées en 3D, mais pour des personnes amputées. Donc celle-ci, on l'a fabriquée, on a modifié le code pour que ce soit adapté à mon problème, à mon handicap. Et là encore, j'ai trouvé que c'était possible de la faire bouger, mais j'ai trouvé que c'était impossible de saisir des objets. Et puis enfin, j'ai découvert qu'au Japon, il y avait aussi une équipe d'ingénieurs d'une fondation, et leur main, elle s'appelle Hackberry. Hackberry, en fait, c'est pareil, une main imprimée en 3D pour des personnes amputées, avec en open source des plans partagés. Et on l'a fabriqué, j'ai appris à la fabriquer aussi. Et pareil, on a modifié le code, on a modifié quelques trucs, j'ai fait ma propre version avec les personnes du Fab Lab. Et là aussi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire grand-chose avec.
Voilà, pour répondre à tes questions. Ce qui bloque toujours, c'est que c'est pas solide. Moi, j'ai 15 ans d'expérience de prothèse. Si tu veux, j'ai 15 ans de plus aujourd'hui. Donc, je mets une main et en 5 secondes, il suffit que je fasse ça. En fait, c'est très simple. Il faut savoir que porter une prothèse, c'est, comme on dit en anglais, pain in the ass. Bon, bref, c'est la galère. Porter une prothèse, c'est la galère. Hein. C'est le transhumanisme et tout ça, faut oublier. C'est comme si tu demandais à un indigène de marcher avec une paire de chaussures. Lui, il est habitué à vivre pieds nus. Donc nous, on est habitué à vivre avec nos mains. Et d'un seul coup, il faut mettre ça tous les jours. C'est très gênant, en fait. Donc, c'est facile. Enfin, je veux dire, porter une prothèse, ça demande beaucoup de persévérance. Il faut persévérer pour porter une prothèse. Donc, si tu ne peux pas prendre quelque chose avec la prothèse, à quoi ça sert de la porter? Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est de la robustesse. Et aujourd'hui, une main fabriquée en plastique, c'est pas assez robuste. Par contre, c'est pas cher, parce qu'avec 300 €, on peut en faire une. Mais par contre, dans ces 300 €, il y a tous les composants. Et par exemple, la motorisation, ça va être des moteurs qui ne vont pas développer assez de force pour tenir la fameuse bouteille. Est-ce que ça répond un peu? Bof? Vite fait? Un peu? Non? Dis-moi. Celle que j'ai là, en fait, ouais, c'est fait par une entreprise qui s'appelle Autobock, qui est autrichienne, allemande, qui fait des fauteuils roulants, qui fait plein de choses. Dedans, c'est des pièces en aluminium ou en alliage, mais en tout cas, c'est des pièces qui sont fabriquées avec des machines dites traditionnelles. CNC, tour, fraiseuse, des machines numériques qui travaillent le fer, des machines-outils, quoi. C'est fait avec des machines-outils. Voilà. Donc c'est de la vraie matière, quoi. C'est de l'acier ou et puis le moteur qu'il y a dedans, c'est un moteur pas à pas, je crois, c'est ça, comme ça que ça s'appelle. Mais c'est un moteur qui vaut 500 € déjà, quoi. C'est pas un moteur de modélisme comme on utilise pour Arduino, on utilise des moteurs de modélisme. Pour te dire tout simplement, si t'es maker, je sais pas. Non, ok, bon, je vais pas aller dans les détails alors. Mais Arduino, il envoie toujours des informations. Donc ton moteur, il est toujours en train d'attendre de l'information. Là, ma main, elle bouge pas. Donc si Arduino est toujours en train d'envoyer de l'information dans le moteur, il est toujours en train de bouger, en train de consommer de l'énergie, et finalement, ma prothèse, elle est toujours en train de faire du bruit. Et alors que là, la main, quand elle bouge pas, elle consomme pas d'énergie. Voilà. Merci. On va peut-être passer à la question suivante. Merci. Dans l'exemple que vous avez montré, il y a deux senseurs. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir plus de senseurs pour bouger plus de doigts séparément ou... Ouais, il existe par exemple, alors les toutes nouvelles prothèses, là, enfin en tout cas les fabricants de prothèses, ils viennent de sortir justement des capteurs avec un bracelet avec plein de capteurs dedans pour avoir plus de fonctions. Est-ce que c'est ça le truc? Non. Calmic Lab, excusez-moi. Mais après, c'est possible. Ouais. En fait, l'idée, c'est qu'on utilise plusieurs informations pour contrôler. Mais après, le but, c'est aujourd'hui, le monde de la recherche, il cherche, moi, ce que j'appelle, c'est la course au digit, c'est-à-dire qu'ils rajoutent beaucoup de fonctionnalités aux mains. Sauf qu'il y a un problème majeur qu'ils oublient, que Nicolas rappelle souvent, c'est un problème de poids. Et alors, plus on rajoute de moteurs, plus ça va être lourd. Et en fait, les gens ne veulent pas de prothèse plus lourde. C'est hyper gênant d'avoir une prothèse plus lourde. Et après, si on n'arrive pas à la contrôler, mettre plus de moteurs, ça va dire moins de force sur chaque doigt. Donc oui, la motorisation, pour répondre, c'est un des gros soucis des makers actuels, c'est qu'on utilise un bloc qui est sur la table, qui est un bloc pour faire tourner des roues, qui n'est pas du tout adapté à faire du muscle artificiel et avoir une compétence. Donc il y a des recherches sur ce sens-là, mais voilà, Nicolas, il y a un moteur dans sa prothèse, donc 2 interrupteurs pour un moteur, c'est déjà largement suffisant pour faire le contrôle.
Et est-ce qu'on peut imaginer, enfin, où est-ce qu'il y a des recherches pour le toucher ou... Il y a des recherches, ouais. Il y a des recherches. Par exemple, mais vas-y, hein, si tu veux répondre. La prothèse la plus avancée aujourd'hui, là, c'est des épreuves qu'ils font en Norvège. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font double truc. Donc, c'est de la chirurgie. Donc, en fait, on va faire une ostéo-intégration. C'est un peu vulgaire comme mot, mais c'est-à-dire qu'on vient attacher une partie métallique sur l'os du bras. Donc, vous voyez, le moignon se referme, mais il y a un connecteur mécanique qui sort. Et donc, on vient pouvoir connecter le bras directement. Donc, il n'y a plus le problème de venir dessus, tenir bizarrement. On vient directement enfiler dans l'os. D'accord ? Et donc, maintenant, en plus, ils ont rajouté des capteurs qui se connectent directement au nerf, ça s'appelle la renervération. Donc on remet une quinzaine de capteurs par chirurgie directement, et ça sort par le connecteur. Et donc ils arrivent en connectant le bras, on vient reconnecter plusieurs fonctions, donc c'est avancé. Alors après, le cerveau doit apprendre, ça prend plusieurs mois pour que le patient apprenne qu'en faisant telle impulsion électrique, c'est-à-dire que le cerveau envoie toujours une impulsion, mais il n'y a plus de membre, donc il faut réapprendre que ça fait bouger le bras, ça fait bouger la main. Et le stade actuel, donc c'est celui-là. Et maintenant, ils sont en train de renvoyer, c'est-à-dire mettre des capteurs de force qui sentent la force au bout des doigts et les renvoyer directement dans les nerfs où la personne ressent comme un fourmillement en se disant je ressens. Donc ça, c'est l'avancée technique la plus avancée. Ça demande une chirurgie, ça demande un patient qui soit OK pour faire la chirurgie. Et la prothèse vaut à peu près 200 000 € et c'est un patient. Donc, mais c'est ça le niveau actuel aujourd'hui des prothèses. Qu'on peut voir d'ailleurs. Là, c'est une recherche justement sur... une recherche qui a permis à un patient de sentir ce qui touchait, quoi. Ouais. Celle qui fait ça, j'ai plus le nom, je suis désolé. Attends, je l'ai noté. Ah, je sais plus. Et je l'ai pas, je suis désolé. Mais en cherchant ostéo-intégration et renervération, ça doit pouvoir trouver sur notre ami Google. Et donc c'est passionnant, mais en fait, moi avec Orthopus, j'ai décidé de prendre le schéma dans l'autre sens. C'est que y a toujours 90% qui n'ont rien, et l'ostéo-intégration avec chirurgie hyper haut niveau, ça ne va pas les concerner tout de suite, et en attendant, eux, ils n'ont rien. Donc voilà, on prend le chemin par l'autre sens. Donc tu parlais des différentes mains, par exemple. Ici, on a un tutoriel sur le site de MyHumanKit. C'est un tuto qui explique comment, voilà, tous les composants qu'il y a pour faire la main. Bah tu vois, c'est Arduino Nano. C'est qui demandait tout à l'heure, ouais. C'est une Arduino Nano, si je ne me trompe pas. C'est moi qui ai fait le tutoriel, donc je peux que des fois je me trompe. Et ça, c'est tous les petits composants. Voilà. Donc là, on clique. Il y a vraiment des images à chaque fois, hein, et on peut même mettre en grand. C'est très grand, mais en tout cas, il y a une gomme. Ici, donc ça, c'est le voltage regulator, donc c'est le régulateur de tension. Ça, c'est le switch interrupteur qui permet d'allumer et d'éteindre la main. Ça, c'est la longueur des fils qu'il faut. Le PCB en verre. Comment je fais pour... Voilà. Et ça, c'est une chose. Alors là, je vous ai montré la main, mais il y a plein d'autres... Là, on a le projet de fauteuil roulant en bois. Fauteuil roulant électrique à bas coût à partir de palettes de bois et d'une carte Arduino. Donc si je vais là-dessus, vous allez voir. Ici, on a donc une petite introduction qui explique le résultat. Et puis après, l'équipe de ceux qui ont travaillé dessus. Donc d'abord, mesure de votre enfant, acheter, rassembler le matériau étui, démonter les palettes. Et voilà, on a comment fabriquer. Donc il y a les étapes qui expliquent comment il faut faire. C'est comme un tutoriel pour faire des pâtes à crêpes. Les types de vis qu'il faut, etc., etc. Et là, il y a le petit W, c'est carrément le wiki. Comme on a Wikipédia, là c'est Wikilab. Sur lequel il y a plein de projets. Plein de projets. Voilà, donc je fais tous les projets ici. Et donc on a le Adam Roule, c'est le petit fauteuil qui roule pour Adamou, le Hitroti, pagaie à un bras, comment faire du canoë quand on n'a qu'un seul bras.
Nerf bionique, comment jouer avec un pistolet Nerf quand on n'a qu'un seul bras. Challenge coupe-ongle, c'est où ça? Rallonge coupe-ongle. Là, c'est une personne qui n'a pas assez de force dans son doigt, dans ses mains, pour se couper les ongles. Donc, c'est rallonge coupe-ongle. Donc, en fait, comment mettre, on dessine une pièce qu'on fabrique, dans laquelle on met le coupe-ongle. Ça permet d'avoir une rallonge. Et plus la pièce est longue, moins on a besoin d'appuyer pour se couper les ongles. C'est des trucs comme ça, en fait. C'est des trucs tout bêtes de la vie. Le gant sonar, c'est un petit boîtier qu'on pose sur le bras avec des capteurs qui vont vous dire à quelle distance est l'objet. Donc pour une personne aveugle, ça va lui permettre d'avoir un retour de la distance des objets. Et il y a plein de projets. Voilà, ils sont tous là. Super. Mais je ne sais pas s'il y a une dernière question. Pardon. Malgré la fragilité, vous m'entendez? Ouais. Voilà, des bras imprimés. Est-ce que vous trouvez pertinent de les fabriquer quand même pour des enfants génésiques ou par trauma? Moi, je trouve que, oui, de toute façon, ça a du sens. Comme ils se font avec Enable. Est-ce que vous connaissez cette organisation-là? Oui. Enable, oui, de nom, quoi. Voilà. Voilà. Donc, en gros, la question, c'est, étant donné qu'on sait que c'est pas solide, est-ce que ça vaut le coup de le faire pour quelqu'un, pour un enfant? Moi, je pense que oui. Hein? Ça démolit encore plus vite un enfant. Ouais, mais étant donné qu'on peut le fabriquer très facilement avec une imprimante 3D, c'est ça qui est génial. Donc ouais, moi je trouve que c'est chouette. Et je trouve que c'est encore plus chouette d'essayer de l'inclure, l'enfant, de lui dire combien tu veux de doigts, c'est quoi la main de tes rêves. Parce qu'il y en a un, il avait demandé 2 pouces. C'est pour mieux tenir son épée. Et bien ils lui ont mis 2 pouces. Non mais voilà, c'est ça qui est génial. Donc voilà, sur ce site-là, on retrouve, là dans Devices, on a poignet. Tout ça, c'est des. Alors regardez, je vais prendre celle-ci par exemple. Je vais prendre au hasard. Hein. Hop, je prends celle-là. Voilà. Elle s'appelle Cyborg Beast. Donc là, vous pouvez voir les pièces. Tout ça, c'est de l'impression 3D, c'est de la vis. Et en fait, c'est des volontaires, des gens comme vous et moi, qui ont envie de faire une main pour des enfants. Et donc, là, vous allez sur ce site. Donc, les fichiers, on peut les trouver. Thingiverse, vous savez, c'est le truc qu'on parlait tout à l'heure. IR. Donc là, il y a les instructions pour instructions. Regardez, instructions. Voilà. Donc, je vais ouvrir ça. Donc, si je clique là-dessus, j'aurais bien voulu faire un pomme clic. Voilà. Je vais ouvrir. Et donc, instructions. Et voilà. Là, on a une vidéo qui vous montre comment assembler. Donc, le premier truc. Là, je me retrouve sur le site de tout à l'heure, Thingiverse. Ici, là. Là, download all files, donc c'est pour télécharger les fichiers. Donc vous téléchargez les fichiers de ça. Et c'est tout ça. Donc, une paume de main gauche ou droite, 4 phalanges, etc. 1 pouce. Alors oui, c'est en anglais. Et donc, si je reviens ici, voilà, là il y a un monsieur qui l'a fait, donc il va sûrement parler en anglais, mais en tout cas, ça n'empêche pas du tout de voir ce qu'il a fait. Alors je découvre comme vous, hein. Voilà, là c'est l'impression de toutes les pièces, et là il commence à assembler. Voilà. Moi je pense que c'est pertinent parce que, en fait, à partir du moment que ça crée du lien entre les générations, c'est juste génial. Donc voilà, c'est mon point de vue. Je pense que c'est génial. Si vous avez envie vous avez la possibilité d'en faire. Disons que j'ai repris des études et cette année je présente mon travail de fin d'études et mon sujet porte sur les Fab Labs. Je suis en ergothérapie en fait. Ouais. Et en stage, j'ai rencontré des personnes amputées par accident. Voilà, il y a aussi des enfants génésiques et tout ça. Et en prenant connaissance des Fab Labs, j'ai vite fait le lien puisque nous on est en première loge auprès des patients. Je veux dire. On regarde un petit peu leur vie, leurs habitudes, ce qu'ils veulent continuer à pouvoir faire, ce qui est le plus important pour eux, et leurs besoins, oui, évidemment. Et du coup, nous, on
prend parti pris de les inclure dans leur éducation, dans leurs besoins, dans la Génial. fabrication de leurs aides techniques ou bras, mains, tout ça. Donc je me suis intéressée à tout ça. Et je suis inscrite dans un Fab Lab et je suis en apprentissage. Donc j'ai une imprimante à la maison et je commence à m'amuser avec mon mari. Et alors, Bravo. ben voilà, donc au mois de mai, je dois remettre mon TFE et voilà quoi. Et Donc, continuez, c'est super. je cherche Ah ouais. quelques infos pour alimenter ce travail, quoi. Bah, c'est top, quoi. Madame et monsieur sont déjà en train de le faire. Si vous avez envie de... Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à voilà, en parler. Il y a peut-être d'autres personnes qui sont intéressées ce soir, je sais pas, mais voilà. Donc J'essaie c'est de faire déjà- connaître ça en Belgique parce que c'est pas encore fort utilisé comme en France. En France, c'est déjà très très bien développé par rapport à nous. Ah oui, Bon, en même temps, on est un petit pays aussi. ouais. Et donc, quand je débarque avec ça, on me regarde, à quoi tu viens, qu'est-ce que tu fais Ah oui. je dis, ben, en France, ils sont quand même déjà bien développés. Je dis, voilà. Et je trouvais ça tellement chouette que j'ai été emballée et que j'ai mis ça un petit peu sur la table à la haute école, quoi. Et il y en a qui disent, on ose, mais bon, Bah oui, il faut... la nouveauté fait peur aussi. La et, nouveauté, exactement, ouais. c'est ça. Bah ouais, super. Bah oui, oui, allez-y, hein. C'est... Parce qu'en fait, en le faisant, vous allez donner envie à d'autres de le faire. Voilà. Et ça se trouve, le petit, enfin, ou le jeune, dans 10 ans, ça se trouve, dans 15 ans, il sera un ingénieur super connu et ce sera grâce à ça. Ou pas, je sais pas, mais en tout cas, Oui, peu importe, hein. c'est de l'attention en fait. Se donner, on se donne pas assez d'intention les uns les autres. Donc à partir du moment où on se tourne vers quelqu'un, on lui donne de l'attention. Pour un enfant, enfin, c'est énorme comme reconnaissance. Parce que on est vite famille. On ne sait pas nous ce qui se passe dans les cours de récré. Quand les enfants ils disent hey, toi dégage, t'es pas comme moi. C'est cruel. Donc de s'intéresser à ça et de dire c'est génial. Enfin, oui, c'est bien, c'est très bien. Et même si c'est pas solide, c'est pas grave. Faut voir ça comme un jouet. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est un jouet qu'on peut réparer autant de fois qu'on veut puisqu'on a les plans. Voilà. Et c'est quelque chose en plus parce que les copains ils l'ont pas. Exactement. En plus, C'est ouais. comme ça. Mm. Vous pouvez, si vous voulez, sur Facebook, il y a des groupes, et donc il y a effectivement Enable France, où vous pouvez poster dessus parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas si loin, Lille c'est pas si loin, qui pourraient vous accompagner pour vous aider à franchir les premières étapes, pour vous rassurer. Parce que on arrive sur un monde assez technique quand on vient pas de là, l'imprimante ça peut faire peur. Mais accompagner avec des gens, en fait, en faisant, on se rend compte que ça c'est pas si compliqué et c'est chouette. Le résultat, je pense qu'il vaut le coup. Puis il y a un Fab Lab ici. Ouais, il y a un en a Fab un Lab. Tournai, il y en a un Mons, des Fab Labs il manque pas, mais il n'y en a aucun qui. Ici, un scanner 3D. Ouais. Mm. Mais ouais, battez-vous pour que ça marche et Il y tout. a Je pas pense que encore c'est de une belle démarche. personne, en situation de handicap qui connaît ou qui y va ou qui est conseillé par un ergothérapeute ou des choses comme ça, alors que ça fait partie de notre métier, mais ils ne connaissent pas en fait. Hein. Du moins pas encore ici, en Belgique. Mais je pense que c'est pareil en France, dans certaines. Tout le monde ne connaît pas. En France, il y a quand même des personnes, même handicapées, qui participent à la réalisation de leur propre technique. Ah bon, Mais allez-y, c'est chouette. merci. Je pense qu'on va terminer sur cette note positive. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. La prochaine conférence, Francesco, tu as les dates en tête ou pas? Pardon? Fallait pas poser cette question. Donc nous avons un agenda en ligne. Je vous invite à le consulter le plus souvent possible pour être à jour au niveau des dates des conférences. Il y en a beaucoup cette année, donc n'hésitez pas à nous rejoindre le plus souvent possible. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, Saint-Nicolas passe pendant la nuit.